très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver ce soir, comme tous les lundis soirs d'ailleurs, pour votre émission Grand Format qui reçoit ce lundi Réumi. C'est le parti d'Idrissa Seck. Nous recevons notamment le responsable des jeunes. Il est aussi le chargé de la communication du parti. Il est également député à l'Assemblée nationale. Je veux nommer Thierno Bokoum. Bonsoir. Oui, bonsoir Souman. Merci donc d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous recevoir chez vous. C'est moi qui vous remercie. J'en profite pour saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs de la télé LCS. Alors, ce que moi j'ai envie de vous demander tout de suite, c'est vous n'avez pas de regret des fois d'avoir quitté très tôt, je dirais même un départ précipité de la coalition Benno Bokk Yakaar? Non, pas de regret. Au contraire, les faits nous ont donné raison. Parce que, comme vous l'avez tous constaté, nous avons alerté depuis le début pour dire tout simplement que nous n'avions pas choisi le bon chemin. Le président de la République, il n'y a pas longtemps, nous a conforté dans notre position en disant que le Yoonu Yokkute ne permettait pas de faire des bons qualitatifs. Nous avons également décrié l'absence de concertation et de dialogue. Beaucoup d'autres partis qui sont toujours dans la coalition l'ont décrié à plusieurs occasions. Quand il s'est agi de mettre en place l'acte 3 de la décentralisation, quand il s'est agi de discuter pour le report des élections, quand il s'est agi de réfléchir sur comment faire pour certains secteurs que le pays décolle. Parce que les Sénégalais attendent encore, il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de discussion. Et c'est important de noter que le président de la République, c'est le chef suprême. Il est, disons, là pour tout simplement mettre en place la politique de la nation. Il détermine cette politique. Donc tout le monde sait qu'il revient au président de la République de mettre en place les mécanismes qui puissent permettre justement de faire décoller le pays. Mais quand il a appelé des leaders politiques à la concertation, à travailler, comme il l'a dit, gagner ensemble, gouverner ensemble, nous pensions que le minimum aurait été de tout simplement convoquer ces leaders-là, mettre en place un cadre de discussion pour que ces leaders-là puissent donner leur point de vue sur la marche du pays. Donc après, et n'oublions pas que ces leaders, après l'accession au pouvoir, il n'y a pas eu n'oublions ce cadre-là, c'est ça? Oui, n'oublions pas que ces leaders ont eu des programmes souvent. Que ce soit Idrissa Seck, Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse, etc. Ils ont été candidats. Ils ont eu des programmes pour ce pays-là. Ils ont des sommités qui les entourent, qui ne veulent travailler que pour les intérêts des populations. Il faut toutefois préciser qu'ils ont accompagné le programme Yoonu Yokkute. Ils n'ont jamais accompagné le programme. En accompagnant le chef de l'État, jamais. Le candidat Macky Sall à l'époque. Il faut que cela soit très clair. Nous avons eu deux types de coalitions. Il y a une coalition électorale au deuxième tour. L'objectif, c'était de faire en sorte que la page du régime de Wade soit tournée définitivement. Et nous avions respecté notre promesse de soutenir le candidat de l'opposition le mieux placé. Dieu a fait que c'est Macky Sall qui a été le candidat de l'opposition le mieux placé. Et qui avait pour programme le Yoonu Yokkute. Est-ce que vous saviez à l'époque que le Yoonu Yokkute n'était pas un bon programme? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il y a deux phases. La première phase, c'est une alliance électorale qui ne concerne pas un programme. Il s'agissait, en ce qui nous concerne, de respecter la parole donnée. Quand nous l'avions dit, on ne savait pas que c'était Moustapha Niasse, Macky Sall ou Tanor ou même nous-mêmes. Personne ne savait. Donc, on n'avait pas mis en avant un programme quelconque. Il fallait d'abord, par rapport à ce qu'on a constaté, mettre de côté un régime qui a trop fait souffrir les Sénégalais et commencer avec de nouvelles personnes et un nouveau programme. Quand cette alliance électorale est terminée, c'est le président Macky Sall lui-même qui a dit il faut qu'on gouverne ensemble. Je vous appelle à venir gouverner avec nous, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble et qu'on fasse en sorte que les problèmes des Sénégalais soient résolus. Et nous avions pensé que justement cette nouvelle phase gouverner ensemble dicte à ce qu'on soit ensemble
justement et travailler, se pencher sur les programmes des uns et des autres. Ce qui n'a pas été le cas. Vous avez tous vu qu'à 6 mois déjà de notre compagnonnage, nous avions commencé à décrier ce qui s'est passé. Et à 1 an, le 25 mars, nous avions dit carrément que ce n'est pas le bon chemin. On ne nous a jamais donné l'occasion de montrer le bon chemin. Et quand nous avons parlé publiquement, parce qu'il s'agit de questions publiques qui ne nécessitent pas forcément que l'on soit entre personnes, dans une chambre ou dans un salon, c'est des questions qui interpellent les populations sénégalaises. Alors, si quand nous avions parlé de ça, malheureusement, ils n'ont pas compris. C'est après qu'ils ont compris et entre-temps, on a perdu énormément de temps. Donc, si je comprends, avant votre sortie publique, vous avez quand même essayé à l'interne de faire savoir votre position, que ce n'était pas le bon chemin. Et oui, vous n'avez pas été entendu. Effectivement, nous avons demandé à ce qu'il y ait un cadre de dialogue et de discussion. À chaque fois que nous avions eu la possibilité d'en parler, nous avons parlé de ces questions-là. Mais à un moment donné, le dialogue était rompu. À un moment donné, on s'est rendu compte que le président de la République a préféré faire confiance à son programme et aux hommes qu'il s'est lui-même désignés et qui, pense-t-il, peuvent l'amener très loin. Donc, au moment du fait, au moment que nous constatons déjà que nous ne faisons pas partie de ce cercle restreint de personnes qui alimentent le programme du président de la République, nous avons pensé qu'il fallait, à partir de cet instant, nous adresser directement aux populations et leur dire ce n'est pas le bon chemin. Et quand on s'est rendu compte qu'il n'y a pas en réalité une coalition, mais c'est juste du suivisme, nous avons préféré sortir de cette coalition, prendre nos responsabilités et nous opposer à ce régime. Alors, quand je parle de regret par rapport à ce départ-là, c'est quand même le fait que, enfin, indéniable, que vous subissez aujourd'hui les conséquences de ce départ-là. Et ce n'est même pas caché. Le régime fait tout pour vous casser. Parfaitement. Nous avons vu pire avec Abdoulaye Wade. N'oubliez pas que c'est sous Wade que Idrissa Seck a été emprisonné. D'ailleurs, au moment où nous enregistrons cette émission, aujourd'hui c'est le 7 février, Idrissa Seck est sorti de prison le 7 février 2006, après avoir fait 7 mois, 199 jours en prison. Nous ne l'avons pas encore subi avec Macky Sall. Ce que nous avons subi en termes d'attaque sur tous les plans, nous ne l'avons pas encore subi. Donc nous sommes à l'aise dans l'opposition parce que nous, ce qui nous concerne, c'est que nous devons véritablement être au service des populations, aux côtés des populations, quel que soit ce que cela peut nous coûter. Bien évidemment, vous avez parfaitement raison. Moi qui vous parle, j'étais président de commission. Vous avez perdu ce poste. J'ai perdu ce poste. D'autres ont perdu leur poste. C'est parce que nous ne mettons pas en avant nos intérêts personnels. Nous mettons en avant les intérêts des populations. Et d'ailleurs, nous travaillons tous les jours pour maintenir cette identité autour du nom que nous nous sommes nous-mêmes donné, qui est le nom de Réumi. C'est-à-dire tout ce que nous faisons tourne autour des intérêts des populations et rien d'autre. Réumi, ce n'est pas Manmi, ce n'est pas Nyunyi, c'est Réumi. Ce sont les intérêts des populations. Donc, quoi que cela puisse nous coûter, nous sommes là pour travailler pour les populations et nous continuerons de faire notre travail au service des populations. Alors, autre question que j'ai envie de poser et que certainement beaucoup d'autres Sénégalais ont envie de poser, c'est il devient quoi aujourd'hui, Idrissa Seck? Ça fait quand même un moment qu'on ne l'a pas entendu, on ne le voit pas, il n'est pas au Sénégal. Qu'est-ce qu'il devient? Il va très bien, c'est le plus important d'abord, il va très bien. Idrissa Seck l'a dit plusieurs fois, c'est un consultant dont les services sont demandés un peu partout dans le monde. Donc, ce qui devait, la question qu'on devrait se poser, et on n'aurait pas souhaité que cette question soit posée, c'est quand on le retrouve tout le temps au Sénégal pour dire qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son boulot, qu'est-ce qu'il fait pour manger, comment il fait pour manger, comment il fait pour faire fonctionner son parti. Dès l'instant qu'aujourd'hui qu'on est capable de pouvoir dire que Idrissa Seck est en train de travailler pour tout simplement, bien entendu, comme tout Sénégalais qui a de la dignité, qui veut véritablement subvenir à ses besoins, il travaille. Et nous sommes heureux de pouvoir le dire. Maintenant, c'est vrai, ce qu'on a l'habitude de voir, ce sont des leaders qui sont tout le temps ici, mais aussi que l'on n'oublie pas
que le leader doit pouvoir travailler pour subvenir à ses besoins. Et aujourd'hui, Idrissa Seck, un consultant émérite, reconnu et demandé un peu partout, ce qui fait qu'il se déplace souvent, mais il revient tout le temps parce qu'il habite au Sénégal. Il travaille pour les intérêts des populations tous les jours. Même quand il revient, on ne s'en rend pas compte. Comment? Même quand il revient, on ne s'en rend pas compte. Ben, il y a un travail extrêmement important qui ne nécessite pas de faire du bruit. Comme il l'a souvent dit, la forêt qui pousse ne fait pas de bruit. C'est l'arbre qui tombe qui fait beaucoup de bruit. Donc on peut dire Nous préférons être Réumi, c'est aujourd'hui une forêt qui pousse. Une forêt qui pousse, c'est quoi le travail à l'interne? C'est quoi déjà? Comment? C'est quoi le travail à l'interne? Parce que vous êtes calme, apparemment, vous travaillez à l'interne. Oui, le travail à l'interne, c'est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est une structuration de notre parti que nous avons commencé avec la vente des cartes. Et de ce point de vue, nous faisons des tournées partout au Sénégal. Nous étions, il n'y a pas longtemps, à Tambacounda, pour accompagner le directeur des structures, M. Déthié-Fall, qui installe, qui commence, qui inaugure les montages des secteurs dans ces localités-là. Et nous allons vers la désignation légitime des responsables du parti. Donc c'est un travail de structuration. L'autre travail, ce sont des plateformes d'accueil que nous créons pour accueillir tous ces militants-là qui viennent, tous ces Sénégalais qui tapent à la porte de Réumi, qui veulent adhérer à Réumi, qui veulent travailler pour les intérêts des populations derrière le président Idrissa Seck. Et ce travail-là, c'est dans la perspective des locales. Mais oui, on va y arriver. Ce travail, c'est d'abord pour, disons, faire en sorte que le parti puisse se massifier comme tout parti politique et l'ouvrir aux citoyens et citoyennes qui veulent adhérer. Ce travail est confié à l'honorable député Omar Sarr et nous tous, nous sommes sollicités parfois pour adhérer au parti. Bien entendu, c'est une massification qui se fait à tous les niveaux et qui pourra nous permettre d'aller au local tranquillement. Alors, pour reparler d'Idrissa Seck et surtout des locales, il est quand même maire de Thiès depuis un bon moment. Est-ce qu'il est candidat à sa succession? Il n'est pas candidat à sa succession, il l'a déjà dit et annoncé. Il a déjà fait 2 mandats. Il pense que 2 mandats, ça suffit. Et Réumi a déjà trouvé un candidat pour le remplacer. Nous n'en sommes pas encore là. Le plus important, c'est que même si Idriss Seck n'est pas candidat, il est attaché à sa ville, il est attaché à sa région, à son département. Donc, ne pas être candidat ne veut pas dire se détourner des préoccupations des Thiessoises et Thiessois. Idrissa Seck est encore plus que jamais, disons, concentré sur les préoccupations des Thiessois et Thiessois et les préoccupations des Sénégalais et Sénégalaises d'une manière générale. Alors vous militiez à Thiès, c'est bien ça? J'ai jamais milité à Thiès. À Thiès. Aujourd'hui, vous êtes aux Parcelles. Oui. Je crois savoir que vous allez à la conquête de la mairie. Oui, je suis un responsable politique aux Parcelles Assainies, où j'ai un intérêt local, parce que, comme vous le voyez, je me réveille tous les jours aux Parcelles Assainies. Donc, mon implication dans les élections locales à venir, bien entendu, sera effective. Et je ferai en sorte que nous travaillons ensemble au niveau de Réumi aux Parcelles pour avoir une équipe de qualité pour tout simplement prendre en charge les préoccupations des Parcelloises et Parcellois. Et vous serez à la tête de cette équipe? Écoutez, ce n'est même pas à l'ordre du jour, nous allons travailler. Vous savez, moi, je n'ai jamais fait de fixation sur des responsabilités ou des positions à occuper. Ma conviction, c'est quand on a un objectif précis, il faut travailler à atteindre cet objectif-là. Et l'objectif, c'est de mettre l'autorité locale, les décisions locales, entre les mains des réumistes qui feront en sorte que les préoccupations des Parcellois et Parcelloises seront satisfaites. Et vous êtes confiant quant à cette bataille-là.
Parce que Parcelles, c'est quand même la plus grande circonscription électorale et tous les partis, à commencer par l'APR et tous les autres, voudraient quand même avoir la même mise sur Parcelles. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de s'adresser aux habitants de Parcelles Assainies, qui sont très matures, qui savent ce qu'il leur faut et qui véritablement choisiront le moment venu. Notre interlocuteur, ce sont les Parcelloises et les Parcellois. C'est le plus important. Maintenant, qu'il y ait N candidats, des multitudes de candidats, qu'il y ait des déclarations, ce n'est pas le plus important. Nous nous concentrons sur ceux qui doivent choisir et nous pensons qu'ils feront le bon choix. Alors, quand on parle aujourd'hui de local, on parle forcément de acte 3 de la décentralisation, qui est la principale raison pour laquelle ces locales-là ont été déjà reportés. Et on va peut-être vers un autre report. Quelle est la position de Réumi par rapport à l'acte 3? Bon, l'acte 3 de la décentralisation, vous savez, quand ils l'ont amené à l'Assemblée nationale, j'ai été le premier à prendre la parole et pour dire au ministre de l'Intérieur qu'il est venu assister à un forcing. Ce n'est rien d'autre qu'un forcing. Voilà un projet qui n'a pas été discuté, extrêmement important. Je pense que quand il y a un projet, une réforme qui concerne le pouvoir local, et bien entendu quand on parle de pouvoir local, on parle de tous ces prétendants, les partis politiques dans leur diversité, les membres de la société civile, tous ceux qui ont un intérêt local et qui doivent se pencher sur les voies et moyens de prendre en charge les préoccupations des populations. Tous ces gens-là doivent être impliqués dans une telle réforme, ce qui n'est pas le cas. Il y a eu un forcing et on a l'impression que c'est la méthode Macky Sall. C'est-à-dire tout simplement de toujours créer une commission à côté et d'avoir un texte qui est prêt. On l'a vu avec le loyer. Le travail de la commission n'a absolument rien à voir avec le projet de loi qu'on nous a présenté à l'Assemblée nationale. Sur le loyer. Le loyer. On s'est rendu compte également, pour ce qui est du code sur les collectivités locales, le travail des commissions n'a absolument rien à voir avec ce qu'on nous a présenté. Ils n'avaient jamais parlé de suppression des régions. On a attendu le moment venu. Au moment où nous préparions le Magal de Touba, en procédure d'urgence, ils ont fait passer la loi. C'est des séries de forcing que nous assistons tous les jours. Vous voulez dire qu'il y a d'autres commissions qui ne sont pas officielles, qui travaillent sur des réformes? Comment? Vous voulez dire qu'il y a d'autres commissions qui ne sont pas officielles, qui travaillent sur ces réformes-là? Mais même la réforme sur les institutions, qu'est-ce qu'il en est actuellement? C'est vrai qu'on en parle, pas assez. Oui, c'était pour occuper certaines personnes, c'est tout. C'était pour les occuper. Les assises nationales, ça a été signé, même si c'est avec des réserves. La partie où il n'y a pas de réserve, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui a été appliqué? Rien du tout. Rien du tout. Je pense qu'il n'y a pas une volonté de dialogue, une volonté d'aller vers un consensus sur des questions d'intérêt national. Malheureusement. Alors, vous parliez tout à l'heure de la loi sur le loyer. Vous n'avez certainement pas voté la loi. Si, on a voté la loi. Non, je veux dire vous n'avez certainement pas voté pour. J'ai voté pour la loi. Vous savez... Avec toutes les réserves que vous avez toutes les réserves, émises. Oui, parce que vous savez, il y a deux choses dans une loi. Il y a ce qu'on appelle l'esprit et la lettre. L'esprit qui a guidé à la mise sur pied de cette loi, qui a été là depuis avant même Macky Sall, parce qu'il faut quand même rendre hommage aux députés de la 11e législature, notamment le professeur Iba Der Thiam, Maître El Hadji Diouf, etc., à travers la commission de l'habitat. Donc cet esprit-là, nous soutenons cet esprit de baisse. Et quand on soutient un esprit, on ne peut pas en même temps sanctionner cet esprit. On ne peut pas dire on soutient la baisse, on sanctionne quel que soit le projet de baisse. Ce n'est pas possible. Mais on a mis l'accent avant, pendant et après sur les dérives qu'on risque d'avoir à travers cette loi. Personnellement, j'ai eu à écrire une contribution
avant même que j'ai justement lu. Exactement, avant le vote. C'est justement là où je trouve paradoxal que vous ayez voté pour oui, la loi. Justement, ce n'est pas paradoxal parce qu'il ne s'agit pas seulement de se pencher sur le contenu, il s'agit également de voir tout ce processus qu'il y a eu et qui a guidé l'esprit d'aller vers la baisse. Il faut, vous savez, il faut toujours entrer dans un processus. Parce que nous ne disons pas non à la baisse, non. Nous disons oui à la baisse, non à cette méthode. Et nous travaillons pour que cette méthode puisse changer. Aujourd'hui, je pense que le travail doit, quand on va constater les dérives de cette loi, qu'on va aller vers une autre loi. Mais c'est en étant dans l'esprit qu'on peut aller vers une autre loi. Ce n'est pas en se disant je refoule tout, je dis non à tout. Non. On dit oui pour l'esprit de la baisse, non par rapport au contenu. Il ne faut pas qu'on le fasse de cette manière. J'ai proposé au niveau de l'Assemblée nationale, le jour de la plénière, qu'on revoie cette question en la renvoyant au niveau de la commission. J'ai été minorisé. Et pourtant, la plupart de ceux qui ont voté pour qu'on continue la procédure ont déjà dit, ont même dit au niveau de la plénière qu'il y a eu des problèmes. Alors quand vous dites qu'il y a des problèmes au niveau de cette loi, et qu'on vous donne l'opportunité de pouvoir aller en commission, mettre en exergue ces problèmes-là, faire des modifications, faire des amendements, vous dites non, je n'en veux pas. On continue la procédure, ça nous semble bizarre. Donc nous mettons l'accent sur le fait qu'il faut revoir cette loi. Il faut aller vers la baisse. Et vous pensez qu'on va aller... qu'il y ait la baisse. Vous savez, oui. Sur cette question, il faut justement pas être contradictoire. Parce que nous, quand nous faisions la campagne électorale... Mais je pense que c'est le cas chez vous actuellement. Oui, c'est ça que je dis. Oui. Je suis en train de vous dire que ce qui aurait été contradictoire, c'est quand on met de grandes affiches en disant « debout contre la vie chère », de ne pas être dans une logique de baisse. Mais encore une fois, le gouvernement, la méthode qu'il a voulu utiliser est une méthode trop simpliste. Il n'y a pas de contrepartie financière de la part de l'État. Il n'y a pas de sacrifice de la part de l'État. Il n'y a pas une volonté d'arrêter la spéculation parce qu'il y a une loi du 25 janvier 1981 qui interdit la hausse illégale des loyers. L'État pouvait se donner les moyens d'avoir des équipes qu'il faut, d'avoir des guichets qu'il faut et toute une procédure qui puisse permettre d'arrêter la spéculation en ciblant ceux qui spéculent, en se donnant les moyens de pouvoir les identifier. Mais à partir de ce moment, on n'aura même pas besoin de cette loi-là. En clair, l'État demande aux gens de baisser, sans pour autant, pour sa part, baisser les impositions sur... L'État ne fait absolument rien du tout. Et ils ont malheureusement mis en avant des chiffres complètement en dehors de la réalité. Parce que quand on dit que 46, le prix de la construction a augmenté de 46%, alors que le prix des loyers a augmenté de 256%, alors qu'il fallait une corrélation entre le prix de la construction et le prix du loyer. Mais ils ont parlé d'une étude de l'ANDES. Mais cette étude, quand on l'a vue, on s'est rendu compte que ce n'est pas exactement ce que l'étude dit. Ils n'ont même pas pris en compte le foncier qui a augmenté de 2,5, c'est-à-dire 250%, avec la complicité de l'État. Avec la complicité de l'État. Parce qu'aujourd'hui, il y a une loi, un décret de 2010 qui dit clairement qu'il y a des indices fixés par mètre carré dans chaque localité. Mais si vous achetez un terrain, vous voulez faire la mutation, le fisc ne vous impose pas le prix de la loi, il vous impose le prix de la spéculation. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est que toutes ces réalités, l'État est quand même au courant de toutes ces réalités, oui, et a quand même décidé de voter une loi juste comme ça. C'est une décision purement électoraliste, c'est tout. C'est une manière de dire aux locataires, je suis avec vous, j'essaie de vous... Mais vous savez, cette loi est un danger pour les locataires. Parce que ça va entraîner la spéculation. Aujourd'hui, tout locataire qui en bénéficie, parce que tu as un contrat en cours, et que, Dieu merci, vous vous êtes entendu avec votre bailleur pour diminuer. C'est bien. Cela ne peut pas être le cas. C'est bien, mais ce n'est pas le cas pour quelqu'un qui dit
Oui, parce que j'ai entendu quelqu'un dire, Alhamdulillah, j'étais dans la promiscuité avec ma famille dans un studio, je vais chercher un appartement. La loi ne s'applique pas à ça. Il va trouver un autre prix qui n'a rien à voir avec la loi. Et ça va être le fruit de la spéculation. Donc parce vous que voulez les dire que bailleurs la loi, vont majorer en la loi ne tenant compte concerne de la pas, réduction. la loi ne concerne pas les nouveaux contrats. C'est ça Ça que vous voulez ne dire? concerne pas la fixation du prix. La loi concerne les contrats en cours. Ceux qui aujourd'hui veulent aller louer, qui sont par exemple dans les régions, qui disaient par exemple que j'en ai marre de faire des allers-retours, puisque c'est diminué, je vais maintenant loger à Dakar, ils vont faire face à la spéculation. Ça ne concerne pas ces gens-là. Voilà la vérité. On ne dit pas la vérité au Sénégal. Ça ne concerne que les loyers en cours. Et même par rapport à ces loyers-là, si le bailleur a la possibilité de se détacher de son contrat en cours, il met le prix qu'il veut. Parce que l'État ne se donne pas les moyens. L'État devait se donner les moyens de pouvoir contrôler. Parce qu'il sait qu'il n'a pas ces moyens-là. S'il avait ces moyens-là, il n'aurait pas besoin de voter la loi. Parce que tout simplement, il va appliquer la loi de 1981 qui dit que la hausse illégale du loyer est interdite et les sanctions sont là. Pourquoi on ne l'a pas appliquée? C'est parce que l'État ne fait pas d'efforts. L'État préfère être dans une position simpliste. Et vous savez, tout à l'heure, on a un peu vu dans un journal qu'un bailleur a donné un coup de poing à son locataire, etc. Mais tout ça, on en avait parlé. Il risque d'avoir une instabilité dans les relations. Aujourd'hui, ce matin, quelqu'un m'a appelé pour me parler de la même chose. Depuis 15 ans, nous louons à des gens, vraiment avec beaucoup d'humanisme. Parce que les chambres, c'était à 10 000 francs. Et c'est un immeuble à un standing vraiment bien. Et nous l'avons fait parce que mon père avait voulu, etc. etc. Il me dit, ils m'ont convoqué aujourd'hui pour me dire qu'ils vont enlever 29%. Vous vous rendez compte? Sur un loyer qui est à 10 000 francs la chambre. Ils vont enlever 29%. Mais c'est ce que la loi a dit. Et parmi eux, il y en a même qui ont des retards de salaire, de paiement. Il me dit désormais, je n'accepterai plus les retards et je ferai tout pour qu'ils sortent. Voilà le problème que les gens vont gérer. Et aujourd'hui, il y a des bailleurs qui ne sont pas... On met dans la tête des gens que tous les bailleurs ont de l'argent. C'est faux. Il y a des bailleurs qui cèdent 2 chambres dans leur maison pour se retrouver à l'étroit dans une chambre ou 2 chambres pour pouvoir avoir un revenu mensuel et subvenir à leurs besoins. Parce que l'État qui doit prendre leurs enfants, leur donner du travail, l'État ne prend pas ses responsabilités, ne leur donne pas du travail. L'État qui doit multiplier les sources de revenus dans la famille ne le fait pas. Il trouve un subterfuge en cédant 2 chambres. Et aujourd'hui, on impose à ces gens-là de céder de leur revenu mensuel qui ne leur suffit même pas à payer l'électricité pour donner ça à des locataires qui parfois sont beaucoup plus nantis qu'eux. Parce qu'il y a des locataires à Dakar qui ont des maisons dans leur localité, qui viennent à Dakar juste pour le boulot. Pour le travail, oui. Oui. Et c'est comme la dame qui me disait, moi, je suis veuve, on m'a laissé 5 enfants, je ne parviens pas à subvenir à mes besoins. On a loué une partie de la maison. La personne à qui j'ai loué cette maison a une voiture, a une maison chez lui, a ses femmes et tout. Maintenant, l'État me demande, moi, de donner de mes revenus, de lui donner 29% de mes revenus. Vous pensez que ça, c'est juste? Alors, est-ce que cette situation qu'on a créée dans ce pays. Avant le vote de cette loi-là, vous êtes quand même à l'Assemblée nationale. Oui. Au-delà de toutes ces contradictions entre partis, est-ce que vous en discutez avec les députés de la majorité? Mais oui, vous savez, pour ne pas que j'oublie, les bailleurs qui ont le luxe de pouvoir céder de l'argent, qui ont beaucoup d'argent, ces bailleurs-là, ce sont ces bailleurs-là qui sont protégés. On leur demande juste d'enlever 4%. C'est-à-dire sur les maisons de haut standing. Oui, ce sont ces bailleurs-là qui ont eu leur titre foncier ou qui ont eu le foncier dans des conditions peut-être qui ne sont pas justes. Peut-être qu'on les a donnés comme ça. Qui ont construit des maisons de grand standing, qui louent à plus de 500 000 francs. Ce sont ces bailleurs-là qu'on protège.
C'est ceux qui ont des chambres, qui libèrent une chambre, 2 chambres, qu'on sanctionne. À qui on demande de diminuer 29%. Mais et en même temps, pour ces bailleurs-là, les personnes à qui ils donnent les maisons ont assez quand même de moyens pour occuper ces maisons-là. Ce pas des maisons qui coûtent 150 000 pas forcément. le mois. Ça aussi, c'est un problème. D'ailleurs, un député de la majorité l'a dit, je ne citerai pas son nom, mais il l'a dit en commission, en disant, moi je suis député, je paye 500 000 francs, mais j'ai des difficultés pour terminer mon mois. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que je paye 500 000 francs, c'est parce que j'ai une famille que je dois accueillir. Et en tant que député, je ne peux pas me permettre d'être dans un appartement à 2 chambres. Je suis obligé de prendre une maison. Ça ne veut pas dire que ce locataire-là a un moyen, ça n'a rien à voir. Lui, il aurait préféré qu'on diminue à 29% et non à 4%. Voilà le problème. Ce n'est pas bien expliqué aux Sénégalais. Et malheureusement, ils veulent faire croire aux gens que tous ceux qui disent « oui, il y a un problème, ils sont contre les locataires ». C'est absurde. C'est absurde. Alors, on tend vers la fin de l'émission. On a juste quelques 2-3 minutes. On revient à l'Assemblée nationale pour parler encore de Réumi. Récemment, vous vouliez former un groupe parlementaire. Où est-ce que vous en êtes? Écoutez, nous avions voulu avoir un groupe parlementaire, ce qui est normal dans une démocratie et conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous avions le groupe issu de députés issus de notre parti, mais vous avez tous constaté que le pouvoir a préféré orienter ses énergies sur la destruction de ce groupe au lieu de se pencher sur les intérêts des populations. Ce qui a fait qu'on n'a pas eu de groupe. Donc vous avez abandonné l'idée? Mais on n'abandonne jamais l'idée de mettre en avant la démocratie. On n'abandonne jamais l'idée de faire en sorte que l'Assemblée nationale puisse être un lieu de démocratie, où il y a des groupes dans leur diversité qui mettent en avant leur idéologie, qui mettent en avant leurs options politiques, qui mettent en avant leur point de vue sur des questions données. C'est pour les intérêts des populations. Parce que si on veut tout simplement à chaque fois entendre le même son de cloche, c'est dommage dans un pays qui se dit démocratique. Donc on doit comprendre que Réumi est toujours dans les tractations pour... on n'est pas dans des tractations. Mais si vous voulez quand même avoir un groupe parlementaire... Écoutez, je vais vous dire une chose. Réumi n'est jamais dans des tractations. Parce que nous menons des combats de principe. Si certaines personnes pensent qu'elles doivent nous rejoindre pour mener ce combat-là au service des populations, nous sommes preneurs. Mais nous n'avons pas à donner de l'argent, nous n'avons pas à promettre des choses qu'on ne fera jamais. Ce qui nous intéresse, ce sont les populations. S'il y a des gens qui sont intéressés par les intérêts des populations, nous sommes prêts à être ensemble et à travailler ensemble. Et nous ne faisons pas de fixation sur un groupe parlementaire. Qu'est-ce que cela nous a empêché de faire, un groupe parlementaire? Rien du tout. Mais pourquoi vous vouliez l'avoir alors? Mais il faut l'avoir parce qu'il faut se distinguer. Il faut avoir un groupe qui puisse s'organiser, qui puisse mettre en place des stratégies pour tout simplement donner son point de vue sur des questions, se concerter. Voilà. Que ça ne soit pas des non-inscrits, c'est disperser les non-inscrits. Mais un groupe, ça nous permet de pouvoir réfléchir sur des questions, être une force de proposition et d'opposition. On en a besoin dans un pays. C'est tout. Alors c'est pratiquement la fin de l'émission. Peut-être un dernier mot, un message? Juste peut-être vous remercier pour tout le travail que vous faites et dire aux Sénégalais et Sénégalaises qui nous écoutent qu'il y a des politiques qui sont déterminés, engagés pour défendre cette population, pour défendre le pays, pour défendre le Sénégal. Vous savez, un de vos collègues m'a dit est-ce que vous êtes prêt à rejoindre Macky Sall? J'ai dit jamais. Il me dit non, en politique on dit qu'on ne dit jamais, jamais. J'ai dit moi, je dis jamais. Parce que vous savez, il faut qu'on... Vous le dites pour vous ou pour Réumi?
Non, je dis que moi, Thierno Bocoum, Oui. je ne quitte pas Idrissa Seck Oui. pour aller rejoindre Macky Sall qui est au pouvoir. Je Et dis- Réumi aussi ne revient Non, plus mais avec... attendez, Réumi est un parti, vous. Non, quand même, il ne faut pas sous-estimer Réumi. Pourquoi Réumi? C'est Macky peut-être qui doit venir vers Réumi, mais pas le contraire. Voilà, c'est donc la fin de cette émission. Nous vous remercions encore une fois de nous avoir reçus chez vous. Nous remercions également vous, mesdames et messieurs, qui nous suivez. Vous êtes très nombreux à nous suivre tous les lundis soirs dans un grand format. Merci à vous. Retrouvez l'émission dès mardi matin sur www.dernièreminute.sn. Merci encore une fois et on se retrouve lundi prochain pour un autre numéro.